Allez, on va se poser des questions sur les conditions climatiques si particulières et leurs conséquences sur nos vacances en général et cet été. C'est très spécial puisque la question Twitter ce matin, Marine. On vous parle de dérèglement climatique. Quel est le plus grand risque cet été, l'eau ou le feu? Et pour l'instant, c'est toujours le feu d'une courte tête, 55% qui vous inquiète ce matin sur nos réseaux. Oui, oh, feu les pompiers. Ah oui, ça n'évoque pas de bons souvenirs en général quand arrive l'été. Et justement, on va être ce matin en ligne avec des pompiers pour leur poser la question sur ce qu'ils craignent le plus, l'eau ou le feu. Croyez-moi, c'est un peu de tomber de Caribancilla, bien entendu. Si on peut éviter l'un et l'autre, c'est mieux. Je suis avec le lieutenant-colonel Éric Agrigné ce matin au téléphone, chef du groupement citoyenneté, volontariat, communication chez les sapeurs-pompiers du Gard. Bonjour mon colonel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vous ai demandé d'être avec nous parce que vous êtes un petit peu, malheureusement, un pied dans les deux, sinistres, puisque on connaît évidemment les feux de forêt dans la région Occitanie et notamment dans le Gard, Gard-Hérault. D'ailleurs, on aura un de vos collègues de l'Hérault dans quelques minutes. Mais on sait aussi ce que font les épisodes, les trop fameux épisodes Cévenol en fin d'été qui entraînent des inondations. Et pour resituer le débat, évidemment, cet été, avec la quantité de pluie qui s'est abattue plutôt sur le nord du pays, je me posais la question de savoir ce qui était le plus à craindre de votre côté, des pompiers du Gard. Oui, effectivement, le département du Gard fait partie de ces départements de l'arc méditerranéen qui sont soumis à ces deux risques naturels essentiels et qui frappent, je dirais, régulièrement nos territoires. Alors, parfois sur notre département, parfois chez nos voisins. Alors, effectivement, pour l'instant, nos esprits sont focalisés plutôt sur le risque incendie, qui est le risque le plus prégnant à cette période de l'année. Pour autant, nous avons toujours un œil à l'aide d'ailleurs de nos collègues de Météo France qui nous abreuvent régulièrement d'informations pour être toujours vigilants sur le risque orage violent lié aux épisodes Cévenol, comme vous venez de le rappeler, qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Mais plutôt en fin d'été en général. Alors, effectivement, c'est plutôt en fin d'été, mais nous avons vécu, par exemple, en 2018, en plein mois d'août, un orage extrêmement violent près du cours d'eau de la 16, qui avait frappé un camping où nous avions à ce moment-là, en plein été, procédé à des sauvetages de vie humaine dans un camping en plein milieu de l'été où des touristes allemands s'étaient réfugiés, accrochés aux arbres, pris dans des torrents d'eau. Donc, il faut être vigilant à ces deux risques, même si pour l'instant, on est quand même focus sur les feux de forêt, bien sûr. Un petit côté chiffre, un petit point chiffre. Il y aurait 17 millions d'habitants permanents exposés aux différentes conséquences des inondations par débordement de cours d'eau, Vincent. En France ? En France, oui. C'est fou, 16,8 millions en métropole. C'est un quart, quoi, grosso modo, un gros quart. Et cette année, Marine, on a particulièrement été impacté par les inondations. Je disais dans le nord de la France, beaucoup plus que d'habitude, mon colonel. Oui, effectivement. On a d'ailleurs constaté ce phénomène, et vous l'avez très certainement relevé, au-delà de nos frontières, puisque très récemment en Allemagne, on a vu aussi Allemagne et Belgique. La Belgique et encore plus récemment la ville de Londres qui a été également touchée. Absolument, des images incroyables de bus à 2 étages, les pieds dans l'eau jusqu'à 50 cm pratiquement, enfin les roues dans l'eau. Oui. C'est ça, donc on voit qu'effectivement ce phénomène malheureusement et tristement se démultiplie et touche maintenant tous les pays européens. Donc c'est une culture du risque qu'il va falloir développer par tout un tas d'actions, de pédagogie, de communication. Alors c'est le cas dans notre pays déjà depuis de nombreuses années, mais je pense que des pays tels que l'Allemagne, qui ont été particulièrement traumatisés visiblement, vont développer à leur tour tout un tas d'actions pour sensibiliser leurs
citoyens pour ce risque, de manière à intégrer des bonnes pratiques dans le quotidien des habitants. Parce que, colonel Grignier, au fond, vous serez d'accord pour dire que les gens sont de plus en plus, et grâce à l'action de la sécurité civile et des pompiers, chaque année sensibilisés aux bons gestes en matière d'incendie de forêt, enfin on l'espère en tout cas, même si récemment il y a encore un incendie qui a commencé dû à un mégot jeté, enfin c'est effarant. Mais pour ce qui est des inondations, on n'a pas encore les bons réflexes, c'est pas vraiment imprimé en nous au moment de l'été. Alors pas partout. Je pense qu'effectivement il y a des progrès encore à mener dans notre pays et c'est vrai que on constate plus fréquemment ces épisodes violents de type orage avec des ruissellements urbains parfois très importants dans les départements de l'arc méditerranéen. C'est la raison pour laquelle on les qualifie soit d'épisodes cévenols lorsqu'ils viennent se confronter au contrefort des Cévennes ou alors on les appelle épisodes méditerranéens lorsque ça touche bien sûr les autres départements du sud de la France. On a vu l'Aude parfois frapper, vous avez cité l'Hérault. Évidemment. Le Var également, bien évidemment. Bon, et ces départements-là, donc ces départements du Sud, ont développé une culture de risque qui est, à mon sens, un peu plus en avance que le reste du pays. Oui, encore faut-il la transmettre aux visiteurs, aux touristes, quoi, parce qu'ils n'ont pas forcément ces réflexes. C'est ça. Alors là aussi, les pouvoirs publics s'en sont saisis et on a développé, les sapeurs-pompiers y contribuent bien évidemment, mais les communes sensibilisent tous les responsables des campings pour diffuser régulièrement sous forme de dépliants, sous forme d'affiches simples à comprendre, traduites en plusieurs langues, les bonnes pratiques à intégrer et les bons comportements à adopter lorsque nous sommes confrontés à ce type d'événements extrêmement soudains, extrêmement violents. Alors peut-être qu'il faudra effectivement que les départements qui sont désormais ceux du centre de la France et parfois même du Nord s'en inspirent et développent aussi sur la base de nos expériences des actions de communication et de pédagogie mais adaptées à leurs risques à eux parce que nos typologies de terrain ne sont pas les mêmes que les leurs et il faut donc savoir adapter les messages à passer à nos concitoyens. Oui, parce qu'on parle beaucoup de mauvais temps, de pluie, d'inondation, mais on a vu par exemple avant-hier qu'il y avait une sécheresse en Provence, sur certains lieux de la Haute-Provence. Comment ça se passe en ce moment dans le Gard ? Alors pour l'instant, je touche du bois, le département du Gard sur les départements de la façade est très certainement celui qui est le plus favorisé par la météo puisque nous avons eu la chance d'avoir des pluies significatives au mois de juin qui ont très bien arrosé le secteur Cévennes, c'est-à-dire tout le secteur nord du département du Gard. Et pour l'instant, seul le secteur sud de notre département est confronté au risque sévère en matière de feux de forêt. Nous n'avons pas encore atteint le risque très sévère, alors que nos voisins, que ce soit de l'Hérault, de l'Aude ou de l'autre côté, donc côté est du Var et des Bouches-du-Rhône, sont déjà depuis quelques semaines confrontés au risque très sévère. On va poser la question dans une seconde après la publicité au lieutenant-colonel au lieutenant-colonel Aurélien Manin, qui est justement sapeur-pompier dans l'Hérault, officier, et maire de Lunas, justement dans l'Hérault. On va lui demander comment ça se passe dans l'Hérault. À tout de suite. Allez, bienvenue à nouveau sur les routes de l'été qui se posent ce matin des questions en rapport avec la situation climatique qui nous oblige à avoir des réflexes et de se poser des questions de sécurité autour des vacances liées, alors, soit aux inondations, il y en a eu de fameuses, quand je dis fameuses, ça veut dire de terribles, et soit avec les incendies de forêt, comme chaque été, trop malheureusement, dû soit à des accidents, soit parfois à des pyromanes, des négligences ou même des pyromanes. C'est parfois volontaire, donc il y a beaucoup plus de chances que ça prenne que les inondations. On voit mal quelqu'un ouvrir les vannes d'un barrage qui serait l'Aquaman. Voilà, malheureusement, non, ça n'existe pas, tant mieux. Alors, je suis en ligne avec le lieutenant-colonel Éric Agrignier, chef du groupement citoyenneté au sapeurs-pompiers du Gard. Alors, mon colonel, dites-moi,
j'ai d'abord une question à vous poser sur la situation générale. On sort on sort pas malheureusement, on est en plein dedans depuis pratiquement 2 ans, cette crise sanitaire. On se doute bien que le personnel, qui est, je le rappelle, souvent des pompiers volontaires, hein, en dehors de Paris, qui ne sont pas professionnalisés. Alors vos effectifs, après 1 an et demi de Covid, ils ont été vraiment mis sous pression, puisqu'ils interviennent dans de nombreux cas dès que les gens sont en urgence sanitaire. Est-ce qu'il y a une pression comme sur le personnel hospitalier chez les pompiers ? Oui, forcément, il y a une pression parce que, effectivement, vous venez de le rappeler, les sapeurs-pompiers sont souvent et essentiellement en première ligne, quoi. En première ligne sur tout type de sinistres, de catastrophes ou de phénomènes tels que la Covid. Nous avons dû réadapter nos dispositifs, mettre en place des procédures pour... Vous avez recruté un peu tous ces volontaires, vous avez eu des bonnes initiatives, des bonnes... Vous savez, le recrutement se fait en permanence et tout au long de l'année parce que essentiellement les troupes sont composées de sapeurs-pompiers volontaires, même si les SDIS qui disposent de nombreux risques tels que le département du Gard et disposent aussi d'un contingent de professionnels extrêmement développés, c'est devenu un vrai métier essentiel à la préservation de la sécurité. Pour l'encadrement, quoi, on peut dire. Dans l'encadrement, mais aussi dans les troupes. Hein. C'est quand même près de 50 000 professionnels maintenant sur toute la France. Hein. Donc, c'est un vrai métier. Donc, on n'a pas recruté spécifiquement pour la Covid, mais on recrute tout au long de l'année des sapeurs-pompiers volontaires qui souscrivent un engagement citoyen. C'est un véritable engagement citoyen pour rendre service à la nation, au travers de cet engagement et pour répondre aux missions auxquelles nous avons à faire face. Effectivement, la Covid en a fait partie et en fait encore partie. Nous faisons régulièrement des transports de malades dans le cadre justement de cette pandémie. Parce que chez vous, c'est une intervention toutes les 8 minutes, c'est bien ça ? Oui, le département du Gard, c'est plus de 60 000 interventions par an. Donc, quand on le décline à des sorties de véhicules, c'est une sortie de véhicule toutes les 8 minutes dans le département du Gard. C'est fou parce que... représente l'activité des sapeurs-pompiers aujourd'hui. Oui. On le disait tout à fait en rapport avec notre question de ce matin. Vous êtes soumis à la fois aux feux de forêt, par la climatologie particulière du Gard, vraiment département du Sud, et puis aussi aux aléas, malheureusement, des inondations dues à ce fameux épisode Cévenol qu'on voit apparaître souvent au milieu, au fin d'été. Donc vous êtes à la fois, victime du feu et de l'eau. En tout cas, les gardiens des gestes sécuritaires. Pour autant, et c'est ça qui m'intéressait, est-ce que vous avez senti comme des vocations conjoncturelles ? C'est-à-dire, au fond, est-ce que la crise sanitaire a fait naître des vocations pour les pompiers ? Alors ça, je crois qu'il est trop tôt encore pour le lire. Des conclusions parce qu'on est encore en pleine dedans. Ça ne vous a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé. Voilà. Donc, malheureusement. Peut-être qu'il faudra effectivement regarder a posteriori, et j'espère que nous allons sortir de cette crise le plus rapidement possible. Si effectivement on a un pic de recrutement lié peut-être à l'engagement lié à la pandémie, mais je crois que pour l'instant, en tout cas, et c'est tant mieux, nous arrivons en tout cas dans les départements du sud de la France à avoir des bassins de recrutement qui restent réactifs et on arrive encore à recruter des sapeurs-pompiers volontaires de tout âge qui décident de rejoindre nos effectifs et c'est tant mieux. Et parce qu'aujourd'hui, on peut être sapeur-pompier à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, lorsqu'on est bien installé dans la vie, on peut rendre service au travers de cet engagement citoyen, donc ne pas hésiter. C'est un beau bénévolat, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, parlons un petit peu des gestes des usagers. Souvent, le pompier, c'est le premier réflexe. Dès qu'il y a un stress, dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a un problème chez soi ou autour de chez soi, alors, on se doute bien qu'en ces périodes, vos standards doivent être un tout petit peu saturés, surtout avec la Covid. Mais quel est le moment où on doit appeler le pompier, tant en termes d'inondation qu'en termes d'incendie, qu'en termes de problèmes sanitaires ? Alors effectivement, votre question est très large. En ce qui concerne le secours à personne, c'est quand même près de 90% de nos missions aujourd'hui. C'est le quotidien. C'est-à-dire une urgence médicale, grosso modo. En tout cas, on sent qu'on va vraiment pas bien et on appelle les pompiers.
Alors, c'est d'abord l'accidentologie, tout ce qui est accident sur voie publique qui nécessite un transport en milieu hospitalier, ça c'est du domaine des sapeurs-pompiers. Ensuite, tout ce qui est atteinte des fonctions vitales, y compris à domicile, donc lorsqu'une personne est inconsciente, lorsqu'une personne ne respire plus ou a des grandes difficultés à respirer, ou bien sûr lorsqu'elle est victime d'un malaise cardiaque grave, effectivement on peut appeler les sapeurs-pompiers puisqu'il faut intervenir très rapidement. Pour tout ce qui est du conseil médical, pour tout ce qui est du malaise bénin, il vaut mieux s'orienter vers sa propre médecine, c'est-à-dire son médecin traitant, voire le centre 15. Et si le centre 15, après régulation médicale, décide d'une hospitalisation, ce dernier peut contacter les sapeurs-pompiers pour effectuer ce transport. Donc c'en est qu'en cas d'urgence vitale, on le répète, pour ne pas saturer vos standards. Tout à fait, on est bien d'accord. Alors maintenant pour l'incendie, quand on observe un feu de feuilles ou d'herbe dans son jardin, etc., est-ce qu'il y a un moment où on peut estimer qu'on perd le contrôle ? Écoutez, effectivement, d'abord la réglementation du feu est extrêmement importante et il faut y souscrire parce que les communes et les préfectures communiquent beaucoup sur cette réglementation. Je rappelle qu'il y a des périodes d'interdiction. Nous sommes d'ailleurs en plein dedans, où il est formellement interdit de faire du feu. Même un barbecue, par exemple. Donc, alors le barbecue, certains barbecues à domicile, bien sûr, sont tolérés avec bien sûr des précautions d'usage. Mais certainement pas dans la nature, quoi, et surtout pas en forêt. Voilà, certainement pas dans la nature, puisque les massifs sont classés à risque en plein été. Donc le barbecue, oui, mais à la maison avec les précautions d'usage, c'est-à-dire une protection, un point d'eau à proximité, et effectivement en faisant attention aux brindilles qui ne s'échappent pas. Mais mon colonel, l'actualité nous apprend que c'est souvent des gestes non intentionnels, mais en fait de négligence. Alors moi, je vous pose la question, face à des gens qui jettent le mégot par la portière de la voiture, moi je l'ai vu souvent faire, est-ce qu'il y a une répression suffisante ? Est-ce que l'outil répressif est suffisant ? Alors, c'est extrêmement compliqué parce que vous venez de prendre un exemple qui est criant et qui donne effectivement lieu à des feux de forêt très importants chaque année. Comment être répressif sur un geste aussi idiot que celui-ci ? C'est-à-dire qu'il faudrait, vous vous rendez compte qu'on est un gendarme qui puisse constater que la personne vient de jeter son mégot incandescent pour pouvoir effectivement le verbaliser. Donc il y a une chance sur des millions, j'imagine, pour que ça se produise. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc effectivement, ce qui est pratiqué, c'est beaucoup de pédagogie. On voit que maintenant les sociétés d'autoroute, les sapeurs-pompiers, bien évidemment, les communes, tous les pouvoirs publics communiquent beaucoup sur ces gestes qui sont simplement scandaleux, où on peut mettre la forêt en flammes à cause d'un geste aussi idiot que celui-là. Donc on essaie par des axes forts de communication où toutes les institutions contribuent à faire passer ces messages citoyens de bon comportement pour éviter ces feux dramatiques par des gestes aussi idiots, je le répète. Et ça passe souvent par les enfants qui font l'apprentissage de leurs parents, qui sont souvent plus négligents, alors qu'à l'école on apprend les bons gestes en général. Encore une question, pour préparer sa maison ou son habitat, serait-ce un habitat de vacances, si on a une tente que l'on dresse ou un bungalow, etc. Quels sont les bons gestes en matière... Parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu, vacciné contre le feu, beaucoup de matériaux inifugés, on fait beaucoup attention. Maintenant, pour l'inondation, on n'est pas souvent très informé. Est-ce qu'il y a des gestes en pensant justement aux possibles inondations ? Oui, d'abord, il faut se renseigner auprès de sa commune. La commune est en capacité d'informer ses citoyens, c'est d'ailleurs extrêmement bien fait dans les départements qui sont soumis à ces risques-là, de toutes les zones à risque, avec des dépliants qui sont normalement remis à chaque citoyen pour les informer des bons comportements. Alors, lorsque vous êtes situé sur une zone à risque, il faut bien sûr rester informé à chaque fois qu'il y a une alerte météo. Et je rappelle que dès l'alerte jaune, qui est donc le deuxième niveau sur l'échelle de 4, puisque vous avez l'orange après orange et rouge. Voilà.
Mais dès l'alerte jaune, ça veut dire qu'il faut rester informé et suivre l'actualité d'un possible événement lié à la météo. Donc déjà, s'informer, c'est déjà être vigilant et donc adopter les bons comportements. Oui, parce qu'il y a une hiérarchie des arrêtés préfectoraux, aussi des arrêtés municipaux qui concernent chaque commune, on est d'accord, avec des particularismes pour chaque commune. Exactement, avec des bassins de risque sur chaque commune où on a identifié les réactions des cours d'eau avec un historique qui permet justement de savoir quel quartier ou quelle zone peut être impacté plus rapidement que d'autres avec justement les bons comportements à adopter à chaque fois. Donc c'est bien évidemment en premier lieu éviter tout déplacement qui peut être reporté lorsqu'il y a une alerte météo, c'est-à-dire qu'on reste chez soi, on va stationner son véhicule plutôt sur un point haut du village qui est identifié comme étant non soumis au risque d'inondation. Sinon, on risque de voir son véhicule se faire emporter par les eaux. Rester informé, je l'ai dit bien évidemment. Si on a une maison à étage et que malheureusement on est traversé par un cours d'eau qui déborde, voilà, et qui vient impacter l'habitation, on est quand même le plus en sécurité dans son lieu d'habitation et on évacue uniquement si l'autorité municipale le décide, c'est-à-dire le maire, donc par la police municipale, par la police ou la gendarmerie, qui fera passer le message, par les sapeurs-pompiers, qui, en même temps de l'ordre d'évacuation, donnera toujours à la population un point de rendez-vous, c'est-à-dire un point de regroupement. Voilà. La commune ou les pouvoirs publics mettront à disposition une salle polyvalente où les gens pourront rester à l'abri avec de la nourriture, de l'eau, le temps, je dirais, que la situation revienne au calme. Donc sinon, on reste à son domicile et on reste informé. Et bien sûr, si on est soumis à un risque imminent, on appelle les secours, c'est évident. Là, à ce moment-là, si les lignes n'ont pas été coupées, là, c'est en cas d'inondation. On peut dire la même chose rapidement, parce que malheureusement, le temps file, mon colonel. Mais on peut dire la même chose pour les incendies. Si on est globalement entouré par les flammes, en tout cas coupé du reste du village, par exemple, il vaut mieux rester chez soi ou sortir ? Il vaut mieux rester chez soi. On a moins de risques à être à l'intérieur, c'est ça que vous voulez dire. Oui, tout à fait. En prenant soin de fermer les volets, les fenêtres, essayer de les rendre étanches avec des linges humides pour éviter que les fumées... Oui, parce que le risque, c'est plus l'asphyxie que, évidemment, le feu lui-même. Exactement. Les risques de chaleur. C'est ça, c'est l'asphyxie, donc il faut tout fermer pour éviter de faire entrer ces fumées et s'intoxiquer. Et là aussi, les sapeurs-pompiers viendront défendre en priorité les habitations et procéder au sauvetage. Donc il faut par contre, quand on est dans une situation à risque, aussi se signaler aux sapeurs-pompiers de manière à détacher un véhicule pour la protection de l'habitation à partir du moment où on a connaissance qu'on a des personnes à l'intérieur. Un dernier mot en vous remerciant, lieutenant-colonel Éric Agrinier. Je rappelle que vous êtes sapeur-pompier dans le Gard. Un dernier mot, alors pour répondre à notre question aujourd'hui, qu'est-ce que vous craignez le plus, vous qui avez ce métier de pompier dans le sang depuis longtemps, vous craignez plus dans votre département les feux de forêt ou les inondations possibles ? Sans hésitation, les inondations, parce que malheureusement, c'est, je crois, ce risque-là qui provoque le plus de victimes et sur lequel on a le moins d'actions possibles. Le feu, on peut lutter contre. On peut l'éteindre, on ne peut pas détourner le flot qui gronde. Exactement, avec la puissance des flots qui se développent, on a des images tous en tête. Ce sont des sauvetages de dernière minute et parfois c'est malheureusement impossible. Donc pour moi, en tant que professionnel, c'est clairement le risque d'inondation qui nous crée... Et plus destructeur. Ok. Marine, que pensent les twittos de tout ça ? Les twittos restent toujours sur leur première idée sur le feu qui pense être le plus grand risque cet été. Néanmoins, ça reste serré quand on voit 45% de l'eau. C'est vrai que l'eau, on se baigne dedans, on n'a pas le sentiment que c'est aussi dangereux que le feu, qui est vraiment très impactant. Et on aurait posé la même question quelques années avant, ça aurait été peut-être plus le feu que l'eau. Merci, lieutenant-colonel Éric Agrinier, d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir un tout petit peu rassurés. On souhaite un bel été et pas d'inondation dans le Gard, et surtout pas de feu de forêt non plus. Voilà, que tout se passe bien pour les vacanciers, pour qui c'est déjà assez compliqué.